C'était une belle promesse pour le domaine de la santé. Le Pascaire, le voici. Une carte de même taille qu'une carte bancaire ou qu'une carte vitale. Il est né dans cet open space pensé par un chirurgien. Le médecin a alors accès au dossier médical des patients, groupe sanguin, antécédents et examens médicaux. Mais très vite, l'aventure est devenue un cauchemar selon des dizaines de salariés et actionnaires. Beaucoup d'argent allait arriver avec un actionnaire qui allait mettre 500 000 € directement dans la société, chose qu'on n'a jamais vue. Il n'y avait pas de vente en fait, il n'y avait pas de chiffre d'affaires, il n'y avait pas d'activité. C'est quelqu'un de brillant en communication, mais parce que c'est un manipulateur. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, il est excellent. Depuis 4 ans, les témoignages de salariés et d'investisseurs se multiplient. Les dossiers se remplissent avec des documents concernant l'entreprise, nous laissant penser que la success story autour d'Adnan El Bakri est tronquée depuis la création en 2016 de sa start-up Innov Santé. Mener une enquête pour comprendre, nous l'avons débutée en 2020. Karine Goubi-Olivier est l'une des premières personnes à nous éclairer. On n'était pas là pour faire de l'argent, c'était pas l'objectif. On voulait développer en fait un système qui soit plus simple pour les patients, pratique pour les soignants et qui en même temps générait des économies de santé. Donc en fait c'était très vertueux comme projet au départ. Karine Goubi-Olivier est cofondatrice d'Innov Santé et est entourée de 2 associés, un interne en la personne d'Adnan El Bakri et un infirmier souhaitant aujourd'hui rester en retrait. C'est elle qui apporte l'idée de cette carte de santé connectée. On était un peu les mousquetaires, on se serrait les coudes et quand on avait un coup de fil, il fallait se déplacer un dimanche matin à point d'heure, on partait tous les 3. Oui, c'était l'aventure. L'épopée de ces 3 mousquetaires des temps modernes vole en éclats 8 mois après la création de l'entreprise. En cause, les méthodes d'Adnan El Bakri. On arrête les frais quand on annonce qu'on a des tractations avec la sécurité sociale, des tests dans plusieurs services d'un CHU, des liens avec l'ARS. Enfin non, il n'y avait rien du tout pour l'instant. Au départ, c'était des pistes. À l'époque, en fait, j'étais présidente de Innov Santé. Donc, j'étais pénalement responsable. Il n'était pas question, en fin de compte, que j'assume pénalement des dires mensongers. J'ai préféré lui laisser les rênes. Seul à bord, désormais rien ne lui fait peur. Fort de son titre international de meilleure start-up de l'année, Innov Santé passe de l'ombre à la lumière. Communiquer et séduire sont les priorités d'Adnan El Bakri. Entre 2017 et 2019, il s'affiche dans de nombreux médias. À la une de magazines comme Entreprendre, le Pascaire semble lancé. Le premier à dénoncer les pratiques de ce patron d'entreprise, c'est notre confrère Julien Bouillet. Après avoir relaté, comme l'ensemble des médias nationaux et internationaux, les débuts prometteurs, il est alerté par l'attitude d'Adnan El Bakri en plein Covid. Je le vois s'exprimer de façon assez virulente sur une chaîne d'infos en continu. Ça met un peu la puce à l'oreille, je trouve, très critique vis-à-vis de la politique du gouvernement en matière de santé. Je suis un petit peu étonné de sa part, car il est quand même censé convaincre l'assurance maladie, le ministère de la Santé, les hôpitaux, de l'utilité de son produit et de son service et de leur vendre. Donc je le contacte et on fait une interview et il commence à me parler d'un mouvement politique qu'il souhaite monter. Il annonce qu'il a 1 millier de gens du secteur de la santé derrière lui et que entre les lignes, ce mouvement pourrait participer à la prochaine élection présidentielle. Je me suis dit là, il touche plus terre. Julien décide alors de contacter des salariés et des investisseurs d'Innov Santé, appelés aussi Innovels. Son enquête débute. Je veux recueillir un maximum d'informations pour pouvoir les confronter à la version de l'entreprise. Mais l'entreprise n'a pas attendu que je les contacte pour me contacter. Et un beau jour du mois de mai, ma rédaction en chef reçoit un courrier à l'entête d'Innovels avec pour objet mise en garde. Et là, on me prévient que si je poursuis mon travail, je risque de manquer d'objectivité. On donne des détails sur ma vie privée et donc je poursuis tranquillement avec l'appui de ma rédaction en chef cette enquête qui aboutira à un premier article au mois de juillet 2020.
On n'ignore jamais qu'une start-up fonctionne sur une promesse de développement. Simplement, elle doit se concrétiser un jour ou l'autre, soit en chiffre d'affaires, en contrats commerciaux, ou soit en nombre d'utilisateurs qui ne portent pas des revenus, mais qui lui donnent beaucoup de valeur. Or, on a découvert que l'entreprise n'avait ni l'un ni l'autre. Il nous aura fallu beaucoup de temps pour le convaincre de parler. Acteur de la première heure dans ce dossier, un homme d'affaires et parrain de la start-up depuis 2018. Christophe Lambert, la star de cinéma, est entré au capital d'Innovals en échange de son réseau et de son image. Il accompagne donc en toute logique Adnan El Bakri dans sa campagne de communication, en France comme à l'étranger, sans savoir qu'il soutient un homme qu'il juge aujourd'hui peu scrupuleux. C'était quelqu'un qui savait extrêmement bien se vendre, qui savait extrêmement bien vendre son produit et qui pouvait tenir en haleine une salle de 500 personnes. J'ai été dans des salons, j'ai été dans des manifestations, j'allais à la... Je sais pas comment il appelait ça, son rendez-vous à Reims. Le Tecker Show. Le Tecker Show, exactement. J'ai été 2 fois là-bas. J'ai été à Monaco avec lui, on a rencontré le prince avec lui, par l'entremise de mes relations. Donc voilà, c'est allé suffisamment loin pour que ça soit révoltant. Je me souviens du voyage en Afrique, surtout qu'on a fait venir Anne Lauvergeon, qui est quand même une personnalité, qu'elle vienne du monde politique ou du monde économique, qui a elle aussi un carnet d'adresses qui doit faire 10 fois le mien. Et donc, on y croyait. Les annonces de signature avec les Africains sur des milliards, etc., c'était tout du vent. Ils n'avaient pas envie de dépenser les sommes astronomiques que Adnan leur demandait, sans garantie. Les centaines de milliers d'abonnés potentiels n'existaient pas. Il n'y avait pas un seul abonné sur cette carte, à part Adnan. Les témoignages et les documents s'entassent dans nos dossiers, ce qui nous a permis de commencer à informer. Le début de l'enquête est diffusé sur Internet en 2020 et 2021. Patron du groupe A+ Santé et à l'époque président du club de football de Sedan, Marc Dubois évoque avec nous sa vision de l'entreprise Innovals. En 2019, lui aussi y croit. À l'époque, c'était pas évident de trouver une structure qui était accréditée par le ministère de la Santé au niveau de ses données. Et également, il y avait un certain nombre de choses qui nous avaient été présentées, comme travailler avec de l'intelligence artificielle sur les données. Tout ça, ça nous avait bien branché. Et un beau discours. Et rapidement, on est passé d'une position d'acquéreur de l'application à être investisseur dans cette structure dite de start-up. Marc Dubois verse 500 000 €, des actions achetées directement à Adnan El Bakri. Il nous raconte aussi que cet argent n'a pas été transféré sur le compte de la société Innovals. Marc Dubois se demande où est passé son investissement. J'ai assisté un jour à une réunion de son équipe commerciale, de son équipe de développement, sur les perspectives, sur le challenge d'un business plan. Et là aussi, je suis sorti extrêmement interrogatif sur des... Je me suis rendu compte que l'équipe de développement ne croyait pas sur les chiffres du business plan. Et là, ça a encore plus accentué mes doutes sur la réalité de son projet. Il n'a pas hésité à témoigner, même s'il souhaite garder l'anonymat. Cet ancien directeur d'Innovals, avec qui nous sommes en contact depuis plusieurs mois, nous permet de comprendre pourquoi les salariés avaient tant de mal à faire évoluer le projet. Les commerciaux, on parlait beaucoup le midi, on déjeunait souvent ensemble. Donc ces gens-là, en fait, travaillaient beaucoup, remontaient ce qu'on appelle des MOU, donc des accords de principe de travailler et d'acheter Pascaire pour des marchés à plusieurs dizaines de millions de personnes. Et en contrepartie de cet MOU, ils devaient fournir un prototype donc pour prouver que le Pascaire pouvait absorber les millions de personnes du contrat. Et c'est à ce moment-là où les commerciaux venaient voir l'informatique en disant « mais je ne comprends pas, quand est-ce que vous allez livrer ce prototype ? On en a besoin pour continuer la vente. » Sauf que les équipes informatiques n'avaient jamais l'autorisation de travailler sur ces prototypes. Le 29 novembre 2019, Adnan El Bakri passe sa thèse en médecine. Un travail basé pour l'essentiel sur la société Innovals et la carte de santé Pascaire. Il rend alors hommage à ses salariés, très loin de leurs préoccupations, persuadés d'être sur le chemin du succès. Je suis vraiment ému, ravi, fier d'être arrivé à ce que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est pas uniquement grâce à moi et à mon travail, mais aussi
grâce à une équipe aujourd'hui de plus de 30 salariés qui constitue l'entreprise InnovHealth. Hanan El-Bakri obtient la mention très honorable et la reconnaissance de ses pairs. Médecins, professeurs, chercheurs, tous sont réunis pour le féliciter. Il a très bien réussi sa mission et c'est aujourd'hui le couronnement de ses études. Et devenir docteur est un gage de sérieux et de preuve d'ancrage dans la réalité du soin aux malades. Cet événement est aussi une prise de conscience pour certains salariés et actionnaires. Hanan El-Bakri se présentait comme un médecin et un chirurgien urologue bien avant le passage de sa thèse. C'est un grand mensonge, parce que quand Adnan se présentait comme chirurgien urologue, il n'était même pas docteur, il n'avait pas encore passé sa thèse, mais appuyé par des médecins, appuyé par des autorités en médecine. C'est presque, je sais pas, c'est une pièce de théâtre, c'est une vaste blague, c'est du Feydeau, c'est du Molière, le businessman imaginaire. Hanan El-Bakri n'a pas validé ses 2 années de spécialité. Il n'est donc pas urologue et encore moins chirurgien urologue. Le docteur n'a même jamais été inscrit à l'ordre des médecins. La success story d'Hanan El-Bakri s'étiole au fil des déconvenues des associés. Côté salarié aussi, nous avons recueilli plusieurs dizaines de témoignages lors de notre travail d'enquête. Il y avait beaucoup de compétences et beaucoup de volonté dans les équipes. Ça aurait pu fonctionner. Il aurait pu atteindre l'objectif de développer Pascaire. Des employés pour certains marqués psychologiquement par leur passage dans l'entreprise. Le récit de cet ancien directeur est précieux. Grâce à ses compétences, il décèle très vite les failles et cela commence par la thèse de médecine d'Hanan El-Bakri. Ce qui était surligné en jaune, c'est ce qui est incorrect ou qui peut induire les lecteurs en erreur. Le schéma d'interopérabilité et les interactions avec ce qui a été développé. Donc ce qui est en jaune, ça n'existait pas. Il nous affirme aussi ce que nous avions entendu de bon nombre d'anciens salariés, une ambiance délétère règne dans l'entreprise. Un climat assez bizarre de personnes qui venaient travailler parce qu'ils avaient besoin de venir travailler. Pas l'esprit d'une start-up joviale avec beaucoup de travail et un amusement à venir travailler, plutôt une souffrance, quelles que soient les équipes. C'était assez marquant. J'ai le souvenir d'un comité de direction qui avait été fait et un commercial avait eu l'audace de dire mais là on n'est pas en train de faire du bon commerce, on va passer à côté du marché parce que justement il n'y a pas de produit qui sortait. Et je me souviens des paroles du président qui a dit mais pourquoi tu la ramènes, tu n'es qu'un petit commercial de merde. Et là j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas au niveau du management. Notre témoin restera 6 mois dans l'entreprise, presque une prouesse, pendant que d'autres sont licenciés, souvent à l'issue de leur période d'essai, 2 ou 3 mois après leur embauche. Un de mes rôles était de protéger des salariés, ce que j'ai fait, et bien sûr, en contrepartie, il y avait une certaine une reconnaissance de ça, et une bonne entente. Et c'était pas permis d'avoir un groupe qui s'entendait bien. Donc on me reprochait à tort de cracher sur la direction, ce qui était absolument faux. Et pour me faire taire, on m'a proposé une promotion, donc d'augmenter mon salaire et d'augmenter mon périmètre d'intervention, sur lequel j'ai réfléchi mais que je n'ai pas accepté. Et ça n'a pas dû leur plaire puisqu'ils m'ont licencié quelques jours après. La rencontre avec cet ancien salarié est vraiment cruciale pour notre enquête. Si Hanan El-Bakri présente la technologie de cette carte de santé connectée comme aboutie, notre témoin affirme qu'elle ne l'est pas. Nous avons inventé le passeport vital, un nouveau concept de dossier médical universel qui voyage avec vous et qui permet de connecter tous les intervenants en santé sur une seule plateforme, traduisible en plusieurs langues et accessible partout à travers le monde sans limite géographique, avec des données protégées et anonymes que vous contrôlez vous-même. Contrairement à cette campagne d'information, ni en 2019 ni en 2020, la société InnovHealth n'est en mesure de commercialiser le Pascaire. Le produit se targuait d'être un passeport numérique de santé, hébergé en France, sans la réglementation HDS qui est obligatoire sur tous les systèmes informatiques qui hébergent de la donnée de santé. HDS veut dire hébergement agréé de données de santé. C'est une certification qui est passée pour confirmer que l'entreprise et ses prestataires sont bien en capacité de gérer la donnée médicale. Donc cet agrément n'a jamais existé dans l'entreprise ? Non, ça n'a jamais été validé par la direction de passer cet agrément. Ça veut dire donc qu'aucune donnée de santé pouvait être stockée, donc que le produit ne pouvait pas exister. Techniquement, on pouvait mettre des informations, mais non médicales.
La nouvelle révolution en santé est là. À l'ère où Facebook a connecté le monde social, LinkedIn a connecté le monde professionnel, notre passeport vital va connecter et démocratiser le monde de la santé. Pourtant, Hanan El-Bakri continue à communiquer sur cette ligne-là, dit accroché à son palmarès clientèle de grands groupes. Nous les avons appelés, la plupart d'entre eux nous confirment aucun contrat signé. Nous, on n'a pas donné suite. Oui, on a déjà été appelés, mais là, non, il n'y a rien de fait, non. Entre 2020 et 2021, Innovals est en quête de nouveaux investisseurs. Sylvain Bertrand et Olivier Deslandes entrent au capital et dans l'équipe dirigeante. Sollicités lors de cette enquête, aucun d'entre eux n'a souhaité s'exprimer. Ces deux hommes, l'acteur et homme d'affaires Christophe Lambert, parrain de l'entreprise, les rencontrent. Il espère avec eux voir évoluer le management d'Hanan El-Bakri, qu'il considère très individualiste. Ce qu'il a perdu, c'est son ego. Qu'un patron de boîte veuille chapeauter, veuille être le président de cette boîte, il a dirigé comme un président. Adnan dirigeait sa boîte pour lui, pas pour les autres, pas pour les actionnaires, pas pour les employés. Sylvain Bertrand et Olivier Deslandes tentent de prendre le contrôle. Ils réussissent à convaincre un nouvel investisseur, Forpont Capital Partners, une société franco-américaine. 40 millions d'euros sont annoncés, 2,5 seulement sont investis par les Américains. Innovals devient Relife et déménage ici, dans le 8e arrondissement de Paris. Après son licenciement, cet ancien salarié nous contacte. Son témoignage, même anonyme, nous éclaire sur l'état de Relife en juillet 2021. J'ai été pressé par la direction, c'est-à-dire Adnan, Sylvain Bertrand et Olivier Deslandes, de leur faire un rapport d'étonnement le plus rapidement possible, ce que j'ai fait au bout de 3 jours. Et ce rapport d'étonnement commençait, si je me souviens bien, par vous m'avez menti sur un certain nombre de sujets. Par exemple, vous m'avez dit qu'il y a des clients, il n'y a pas de clients. 2, si on ne change pas de modèle, si on ne modifie pas des choses, je pense que ça n'ira nulle part. Et 3, si c'était mon argent, je n'aurais pas mis 1 euro dans cette société. Il fait aussi connaissance, plus en détail, avec Hanan El-Bakri. J'ai vécu cette personne comme une forme de dictateur, quelqu'un qui s'impose tente de s'imposer par les cris, par l'insulte, par le dénigrement. Adnan, c'était en permanence cette ambiance à la fois de charme d'un certain côté, mais aussi de terreur et de crainte pour les salariés. Oui. J'ai également, à un moment, travaillé un peu dans l'ombre avec Sylvain Bertrand et Olivier Deslandes, parce que je crois qu'en tout cas, sur la dernière période, ils étaient assez conscients des risques pour l'entreprise que faisait peser le management d'Adnan et son obstination. Notre témoin travaille 3 mois et demi pour Relife et est licencié avant la fin de sa période d'essai. Il vivra de loin le divorce entre Forpont et Relife 2 semaines plus tard. Hanan El-Bakri quitte Paris en laissant une ardoise de loyers impayés et le soin à ses avocats de résoudre le litige. Rien ne les arrête. De retour à Reims, rue de Courcelles, le trio s'installe fin 2021 au centre d'affaires Clermarais. Nous sommes alertés par l'arrivée de nouveaux actionnaires. Comment est-ce possible dans un tel chaos ? Richard Quedel est en contact avec Hanan El-Bakri depuis quelques mois déjà. Courtier de profession, 4 de ses clients souhaitent investir. Il me parle de Laura Flessel, championne du monde. Il me parle de Christophe Lambert, comme vous l'avez dit. Il me parle aussi d'Anne Lauvergeon, qui était la directrice d'Areva, etc., etc. Donc des gens qui sont rompus, effectivement, à la société et donc au management de société, permettant de porter normalement cette société à des niveaux qui soient nationaux, voire internationaux, qui était son objectif. C'est nous qui apprenons à Richard Quedel qu'Anne Lauvergeon est sortie de l'entreprise en décembre 2020, que Laura Flessel n'y est jamais entrée. Quant à Christophe Lambert, il a pris ses distances depuis des mois. Le trio oublie aussi de prévenir les 4 derniers actionnaires du départ des Américains. Novembre 2022, on annonce très étonnante de la mise en liquidation de la société parce que justement les associés qui étaient sollicités n'ont pas remis au pot. Compliqué de faire entendre ça à des gens qui eux ont mis 6 mois plus tôt du coup de l'argent et sans avoir traçabilité, aussi pareil, où cet argent est passé.
La procédure de liquidation judiciaire d'Innovals Relife n'est toujours pas prononcée et la belle aventure est devenue un cauchemar pour bon nombre de ceux qui ont tenté d'y participer. Adnan, ce que moi je lui reproche personnellement, c'est d'avoir utilisé l'humain pour appâter des petits poissons ou des plus gros poissons. Voilà, c'est-à-dire ce sont des méthodes auxquelles moi je n'adhère pas. C'est énormément de tristesse pour avoir perverti un beau projet en une usine à casser des personnes. Attristé, parce qu'il faut toujours regretter, en tout cas pour les collaborateurs, la fin d'une entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, c'est opportun que Adnan comprenne qu'on ne va pas lâcher le morceau. Et peut-être qu'il est sur un bateau au milieu de la Méditerranée, j'ai aucune idée, je ne sais pas où il est. Après, peut-être qu'il prépare sa prochaine escroquerie. Mais en tout cas, je mets en garde les gens qui pensent à investir sur Adnan El Bakri de ne pas le faire. Nous avons pris notre calculette pour additionner les sommes versées à l'entreprise Innovals Relife dirigée par Adnan El Bakri. 7,5 millions d'euros au moins ont été perçus. Tout au long de ces 4 années d'enquête et jusqu'à ces dernières semaines, nous avons tenté de le joindre par tous les moyens jusqu'à prendre une autre identité et à payer 50 € pour un coaching. Cette semaine, je suis absolument pas disponible. Donc la semaine prochaine, si c'est possible, pour vous en tout cas, dites-moi, je suis assez flexible. Nous étions au rendez-vous quelques jours plus tard, mais à l'annonce de notre identité, Adnan El Bakri a raccroché. Il est aussi à cette époque-là, en février 2023, salarié de la société Remède. Depuis, il a été licencié et son employeur, le professeur Lucien Abenaïm, ancien directeur général de la santé, a porté plainte contre lui au tribunal judiciaire de Reims. Adnan El Bakri continue à écrire sa vie sur les réseaux sociaux. En février dernier, il annonce l'achat de 230 mètres carrés au centre d'affaires Clermarais. En fait, ces locaux situés au 3e étage lui appartiennent déjà et sont en vente. Quelques semaines plus tard, il dit être ému de la validation au niveau européen et mondial de son brevet d'invention autour de l'intelligence artificielle médicale. Il nous a suffi d'un appel à l'Office européen des brevets pour apprendre que tout ceci est faux. Enfin, le 14 septembre dernier, il annonce la création de sa nouvelle société Diagnose et une levée de fonds qui s'affiche à 1 million d'euros sur une plateforme de financement participatif. Joints par téléphone, les responsables de cette plateforme contestent la mise en ligne et nous affirment que rien n'est fait. Des vérifications concernant l'entreprise sont toujours en cours. Notre enquête se terminera-t-elle un jour ? Seul Adnan El Bakri pourrait répondre à cette question. Ou la justice, peut-être.